Bon. Et c'est quoi cet endroit? Ah, vous êtes là. Asseyez-vous. Les chaises ne manquent pas ici. Bienvenue à Pas Freddy Fazbear Pizza. C'est quoi cette arnaque? Sur le ticket, c'est écrit Freddy Fazbear Pizza? Ah non, regardez mieux. J'aurais dû me douter que c'était une arnaque. Quelle arnaque. Vous êtes bien ici pour en savoir plus sur le lore de Five Nights at Freddy. C'est-à-dire que là, je suis plus trop motivé. Pas d'inquiétude, cher client. Je vais vous faire un résumé de cette fantastique saga grâce à ce diaporama fait par mes soins. Je peux revenir un autre jour? C'est maintenant ou jamais. Oh, vous savez, avec Internet. Je vais reformuler. Soit vous l'écoutez, soit vous mourrez. C'est qui, lui? Mon avocat. Non mais attendez, c'est pas légal de tuer les gens. Je suis un très bon avocat, vous n'êtes pas le premier ou le dernier client à mourir ici. Trêve de familiarité. Nous sommes ici pour parler du lore de Five Nights at Freddy. Alors, commençons tout de suite. Ah, Five Nights at Freddy est un jeu sorti le 8 août 2014. Ouais, ça va faire bientôt 10 ans que ce truc existe. Créé par Scott Cawthon, qui avait déjà produit plein d'autres jeux avant de trouver le succès avec le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Bon, par contre, à partir de maintenant, je dirais FNAF pour raccourcir le titre de Five Nights at Freddy, car ça deviendra vite inutilement long autrement. Vous êtes vraiment en train de lire votre texte? Non mais t'as vu ce pavé? D'où je vais retenir tout ça par cœur. Bref, dans FNAF 1, on joue un gardien de nuit qui vient d'être embauché dans le Freddy Fazbear Pizza et dont la formation se fera par des messages préenregistrés du Fun Guy. C'est comme ça que les fans l'appellent. Hello? Hello? I wanted to record a message for you. Celui-ci prévient que les animatroniques se déplacent la nuit et que s'ils le voient, ceux-ci le prendront pour un exosquelette sans costume et tenteront de lui en mettre un, même si ça implique de le broyer dedans. Par sécurité, mettez ce masque. Durant les enregistrements suivants, on nous introduira l'histoire de la morsure de 87, dans laquelle la victime a survécu sans son lobe frontal. Et à l'époque, si on entrait cette date dans le mode custom, on avait un screamer de Golden Freddy, ce qui laisse à penser que c'était lui le responsable. Ouais, mais cet événement a été redcon. Red quoi? En gros, un retcon, c'est une réécriture de l'histoire dans la suite d'une œuvre. Par exemple, dans le premier, un personnage mange une pizza, mais dans sa suite, un souvenir de ce même événement montre que le personnage mange une saucisse. Et bien dans le cas de la morsure de 87, le responsable change dès le prochain jeu. Et il y en a beaucoup des redcons? Bon sang, t'as pas idée. Genre Golden Freddy, c'est le nom que les fans ont donné à cet animatronique, car à l'origine il s'appelait juste Yellow Bear. Bon, c'est bien sympa tous ces détails, mais notre gardien de nuit, il va quasiment jamais le voir celui-ci. Et donc continuera ses nuits tranquillement, tandis que les enregistrements préenregistrés se déclencheront jusqu'à la nuit 4, où le Fun Guy mourra à cause de Freddy. Vous trouviez que c'était déjà assez glauque, sachez que chaque nuit, des pages de journaux chantent et racontent l'histoire de l'Eteria. On y apprend que 2 enfants ont disparu, et ensuite 5 enfants maintenant disparus. À ce moment de l'histoire, on ne savait pas si c'était 2 plus 3 enfants, ou 2 plus 5 autres enfants. Ouais, à l'époque, on avait si peu de détails sur le lore qu'on fouillait chaque micro-détail. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, l'article disait que le coupable avait été inculpé. Pour l'instant. Le bâtiment sera ensuite menacé de fermer, car du mucus sort des animatroniques, en plus d'une odeur nauséabonde. Je tiens à dire qu'ils n'ont pas retrouvé les corps des enfants, malgré ces très subtils indices. La dernière nuit, on apprend que l'endroit est fermé, car il a désormais mauvaise réputation, et personne ne veut racheter le bâtiment. Quelle surprise! À la fin, notre protagoniste, Mike, a fini son job et touché son chèque de 120 $ et 50 cents, puis viré pour faute professionnelle. En gros, actuellement, l'histoire de FNAF 1, c'est il y a un restaurant, il y a un tueur de 5 enfants qui vont probablement hanter les animatroniques car leur corps semble avoir été caché dedans.
Cependant, le tueur est arrêté et les animatroniques veulent se venger et tentent de tuer les gardiens de nuit en pensant qu'ils sont responsables. Le Fun Guy va crever pendant ses enregistrements de formation, le perso qu'on incarne, on s'en fout, il part avec son chèque. Au final, le gameplay et l'histoire étaient tellement simples qu'on a fini par faire plein de fangames pour plagier le concept, pour tenter de surfer sur la popularité grandissante qu'il venait de susciter dans le monde du jeu indé. Tout était si simple. Puis est arrivé FNAF 2. À peine 4 mois plus tard, le 11 novembre 2014, Scott avait créé la suite par le pouvoir de la passion. Et du fric facile à se faire. Un jeu qui était en vérité un préquel des événements du premier. On y joue un gardien de nuit dans un autre Freddy Fazbear Pizza, contenant 11 animatroniques différents. Non, t'inquiète, on n'a pas le budget. Bref, vu que c'est un préquel, le Fun Guy est encore vivant. Et donc a encore des messages préenregistrés pour former les nouveaux. Hello? Hello? Hello and welcome to your new summer job. Ici, il raconte que l'ancien bâtiment avait mauvaise réputation. Et donc nous voici dans un bâtiment tout neuf, dans lequel traînent les vieux modèles censés être hors service, mais aussi puppets, Ce personnage est sacrément important. dont il faut faire fonctionner une boîte à musique pour pas qu'elle vous massacre. Mais la principale nouveauté du lieu sont les animatroniques Toys, qui sont des modèles ultra perfectionnés, pour empêcher les pervers ou éléments dangereux de s'approcher des gamins. Admets que tu vois ça, t'as pas envie de t'approcher du bâtiment. Mais quels parents met ces gamins dans un endroit aussi glauque? Les gamins n'ont pas la même notion de danger que les adultes, c'est pour ça qu'ils sont si faciles à tuer. On va retourner au jeu avant que ça dérape plus. Alors, comme d'habitude, les animatroniques veulent le tuer, car tu n'es pas dans un costume. Sauf que pour pallier ce problème, cette fois on peut mettre un masque de Freddy pour les tromper. Ouais, sauf qu'on crève de chaud là-dedans. Moi j'ai la tête coincée dedans depuis au moins 5 ans, donc te plains pas. C'est une mécanique rajoutée qui devient incohérent avec le premier FNAF, vu que le Fun Guy aurait pu la réutiliser pour ne pas crever, si les animatroniques n'étaient pas hantés. En tout cas, dans FNAF 2, il continue de donner des éléments de l'histoire de l'entreprise. Par exemple, durant la nuit 4, celui-ci parle du fait que le bâtiment est menacé de fermeture, car les animatroniques sont hostiles aux adultes. La nuit suivante, le bâtiment est confiné et personne n'est autorisé à entrer ou sortir, particulièrement les anciens employés. Le Fun Guy essaiera même de contacter les propriétaires du Fazbear original, le Fredbear's Family Diner. La dernière nuit, Attends une minute, ça fait 6 nuits du coup? sache que la licence a oublié la notion de 5 nuits dans le titre depuis un long moment. Bref, dans la dernière nuit, on parle d'un costume jaune qui aurait été pris et utilisé, ce qui a causé beaucoup de problèmes. Par conséquent, le gardien sera affecté à un anniversaire de jour pour s'assurer que les animatroniques se comportent bien et le Fun Guy reprendra la garde de nuit. À la fin, on découvre que le bâtiment est fermé et que le gardien se nomme Jeremy Fitzgerald. Mais surtout, le chèque date du 13 novembre 1987. Et donc, on suppose qu'il était la victime de la morsure de 87. Mais ça veut dire qu'il est vivant! Je me sens bien. Sur un article de journal, on apprend la destruction des nouveaux modèles, ce qui laisse à penser que Golden Freddy n'est plus responsable de la morsure, mais Mangle, car ça justifierait que, spécifiquement, les nouveaux animatroniques soient détruits. Je tiens à souligner que les fans hardcore de FNAF s'entre-déchirent sur ce qui a causé la morsure de 87. Certains disent que c'est Toy Chica, d'autres Foxy, Golden Freddy, inséré animatronique avec grande gueule ici. C'est d'ailleurs pour ça que les portes se verrouillent dès l'instant où je prononce le morsure de 87. C'est si important que ça? Bah, factuellement, dans le scénario global, ça ne sert à rien à part justifier la fermeture du resto pour en ouvrir un autre. Heureusement que c'est une porte très solide. Et que cette partie des fans ne sait tellement pas raisonner de façon logique qu'ils voient pas que c'est écrit tiré pour ouvrir. On apprend aussi la remise en marche des anciens animatroniques, ce qui conduit à FNAF 1. Franchement, je vois pas ce qu'il y a de si compliqué avec FNAF 2, au contraire. Ça se complète plutôt bien, je trouve. Mais mon petit, c'est parce que la descente se fait en douceur. On n'a pas encore parlé des mini-jeux flashback. Au départ, on y incarne Foxy, qui va voir les gamins en boucle jusqu'à arriver sur les lieux et voir qu'ils sont tous morts, tandis que sur le chemin,
on croise la route d'un homme en violet. Normal! Le second mini-jeu consiste à incarner Freddy, qui donne des gâteaux aux enfants, pendant qu'un enfant pleure dehors, puis se fait tuer par l'homme en violet, qui sort de sa voiture. Violette. Subtilité! S'ensuit un screamer de Puppet, ce qui souligne le lien avec ce meurtre. Le troisième mini-jeu, on joue Puppet, qui donne des masques d'animatronique à des corps qui sont donc ceux qui possiblement hanteront les machines de FNAF 1. En résumé, FNAF 2 nous introduit le Fredbear Family Diners, où est mort l'enfant qui hante possiblement Puppet, un esprit qui permettra aux autres enfants assassinés de hanter eux aussi des animatroniques dans les autres restaurants. On découvre avec cet opus le tueur, un individu qui aime beaucoup le violet, Ce personnage n'a aucune race! et porte ce qui semble être un badge, d'où le soupçon que le meurtrier est un employé. Ça me paraît toujours cohérent. Pour l'instant. Ah, et il y a des bonhommes à pied, des ombres bizarres et exosquelettes qui traînent dans le resto. Mais j'imagine que ça a été mis pour alimenter le mystère et les théories pour les fans. Car Scott a bien compris que ça faisait bien marcher le marketing. Non mais sans déconner, à l'époque, on avait zéro information dessus. Donc tu ne pouvais rien en conclure de concret à partir du peu qu'on avait à ce moment-là. Tout ce qu'on allait en gagner avec ces trucs-là, c'est de perdre sa santé mentale. J'ai dit à l'époque, arrêtez avec votre mauvaise foi, à l'époque de FNAF 2, on avait tellement pas d'informations que tout était suranalysé. Tu parles pas à des fans de FNAF normaux, alors arrête de les énerver. Les fans hardcore de FNAF, c'est les pires. On peut pas les raisonner, donc espérons juste qu'ils apprennent pas à analyser une porte. Bah la vache, avec cette vitesse, ils l'ouvriront dans l'épisode 2. Bref, passons à FNAF 3, sorti le 2 mars 2015. Encore à peine 4 mois plus tard, Scott Cawthon revient développer son univers. Car il faut battre le fer tant qu'il est chaud, et les fans étaient de plus en plus nombreux. Et j'ai littéralement découvert la saga avec cet opus. Ah, et en quoi ça m'intéresse? Bah, j'ai comme anecdote de m'être déguisé en Springtrap dans le bureau de mon directeur de lycée de l'époque. Damn, il est devenu quoi le costume? Moisi dans les archives de la bibliothèque, puis dans le coffre de voiture d'un professeur avant que je parte. Je pense qu'on va retourner au jeu. D'après la page Steam, le jeu se passe 30 ans après FNAF 1. Oui, l'un des éléments les plus fondamentaux de la timeline se trouve même pas dans le jeu lui-même. Dans ce nouvel opus, on va incarner un employé du Fazbear Fries, un parc d'attractions d'horreur fait à partir des restes de la franchise de restaurant et de ces rumeurs de meurtre parce que... Le capitalisme, petit, on peut toujours se faire du fric sur le malheur des autres. Cependant, l'attraction n'ouvre que dans une semaine. Et la situation est introduite encore une fois avec des messages préenregistrés, que les fans appelleront Fun Dude. Ouais, grosse imagination au niveau des noms. Hey, glad you came back for another night. I promise it'll be a lot more interesting this time. Celui-ci vous dira que vous êtes là pour vérifier que tout fonctionne d'ici l'ouverture. Il parle d'ailleurs du fait que l'ancien designer du restaurant a fabriqué des salles avec des faux murs pour les employés, ce qui n'est absolument pas flippant à savoir, mais aussi que l'endroit est inflammable. Donc il faut faire attention. Il n'y a pas eu d'inspection de sécurité avant d'ouvrir les lieux? On est dans un monde capitaliste. On emmerde les normes de sécurité. Bref, le Fun Dude a trouvé des cassettes préenregistrées du Fun Guy, introduisant l'existence des costumes à Springlock. Ceux-ci ayant la particularité de pouvoir être enfilés par des humains, en contractant l'animatronique avec des ressorts qui lâchent avec l'humidité, donc il faut faire très attention. Waouh, c'est tellement pas subtil ce qui va se passer. Ouais, j'ai testé juste la tête de cette merde et les ressorts ont lâché. Oh putain, mais comment vous avez fait pour rester en vie? Aucune idée. Mais depuis, j'ai plus besoin de manger, dormir, et je ne ressens plus la douleur. Ni quoi que ce soit, en fait. Mais c'est horrible! Mais non, c'est ce qui a fait de moi le meilleur employé depuis pas mal de temps. Trêve d'autoflatterie et retour au jeu. Évidemment, dans cet opus, l'employé devra survivre en éloignant de lui un costume à Springlock qui cherche à l'attraper. Il s'appelle Springtrap. Ce personnage est important! Mais se bouffera aussi des hallucinations d'animatronique à la gueule pour le ralentir. Pourquoi des hallucinations? Aucune idée à ce moment de la saga. On suppose que c'est dû à des défauts de ventilation qui asphyxient l'employé et le fait délirer. Il y a
Vraiment des gens qui devaient rentrer là-dedans? On est dans un monde capitaliste. On emmerde la santé des gens. Cependant, l'histoire de cette animatronique est introduite dans les mini-jeux cachés qui racontent comment l'homme violet a attiré les animatroniques FNAF 1 pour les démonter, mais finira piégé dans une salle secrète avec les fantômes des enfants qu'il a tués. Celui-ci pensera leur échapper en se cachant dans un costume à Springlock, mais évidemment, les ressorts lâchent et l'animatronique le broie de l'intérieur. Arrêtez de vous rincer l'œil et filez! Je meurs, moi, merde! Et ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard que celui-ci reprend vie pour aller massacrer le pauvre employé qui devait déjà gérer sa potentielle asphyxie à cause d'une ventilation défaillante. Bon après, faut vraiment être désespéré pour continuer un job qui veut littéralement ta mort dès la première nuit. Cependant, une fois terminé toutes les nuits, on apprend qu'il y a eu un incendie. Comme c'est pratique! Les restes seront vendus aux enchères, car capitalisme jusqu'à la fin, mais on voit sur l'image du journal, en augmentant la luminosité, que Springtrap a survécu. Scott aime beaucoup trop ce perso pour ne pas le réutiliser plus tard. En tout cas, on apprend avec cet opus qu'il y a eu des retcons. L'un des plus gros est Golden Freddy, qui est devenu un costume à Springlock, alors qu'il a 4 doigts dans FNAF 1. Mais ça explique qu'il soit le seul animatronique désarticulé et fantomatique, en plus de justifier les ombres de FNAF 2, mais bon, là je suis moins sûr. Le second retcon important est celui du meurtrier, finalement toujours en liberté. Mais à la limite, s'il y a vraiment aucune preuve, ça se justifie par l'incompétence des policiers de le relâcher. À l'époque, on aurait pu croire que c'était fini avec cette fin où l'on fait des mini-jeux et les enfants reposent en paix. Mais attends, les mini-jeux ils sont pas réels? Donc en quoi ça devrait changer la fin? Mais mon petit, ne t'inquiète pas, les incohérences et les retcons ne font que commencer. Car on entre dans ce qui devait être la conclusion de la licence. Car oui, Scouten n'était pas encore satisfait du succès des 3 précédents opus. Et dans une fin dévorante de produits dérivés, je veux dire de continuer la saga, il sortira FNAF 4 le 23 juillet 2015, soit encore 4 mois plus tard. Hey, on peut lui reconnaître une qualité majeure, c'est qu'il était productif le gars. Faut dire que le gameplay n'était pas non plus la chose la plus complexe à réaliser. Cette fois, il annonça que ce serait le chapitre final de la licence FNAF. Non, je peux pas lire ça, c'est tellement pas crédible. Bref, cette fois, Scott a voulu changer radicalement d'ambiance, en déroulant l'action dans une chambre d'enfant, où le protagoniste devrait survivre à des animatroniques cauchemardesques. C'est quoi le rapport avec les autres opus? Eh bien, c'est simple, mon petit. Tout ceci n'était qu'un rêve. Quoi? Eh oui, mon cher, Scott a décidé de tout retcon d'un coup, en justifiant toutes les incohérences avec le fait que tout ceci ne soit un rêve. Nom de Dieu, c'est un rêve, c'est un retournement de situation beaucoup trop évident, c'est même interdit dans quelques festivals. Ah! Mais ça aussi, c'est très convenu. Ouais, il a tout fait pour justifier la théorie du rêve avec cet opus. Durant les mini-jeux, on incarne un petit gamin pleurnichard, dans sa maison plein de produits de Phase B Entertainment, et quotidiennement traumatisé par son grand frère. Plein d'éléments des opus précédents sont justifiés par son environnement. L'histoire des meurtres, juste des histoires d'enfants. Les animatroniques toys, juste des jouets. L'homme violet, juste un employé aidant son collègue à mettre son costume. La peur des animatroniques, être enfermé dans un local technique rempli de robots. Pourquoi un rêve? Parce que le gamin est dans le coma. Car oui, le gamin sera attrapé par son frère et ses amis qui voudront lui faire une blague en le mettant dans la bouche de Fredbear et se fera broyer le crâne. On est vraiment des merdes. Ah oui, ça, on l'a gardé pour faire des photos souvenirs. Et ça fait aussi casse-noisette. Bref, à l'époque de FNAF 4, on ne savait absolument pas quand se déroulaient les événements, à part la date de 1983 à la télé. Donc, toute la communauté de fans de FNAF a décidé que ça se déroulerait en 1983. Non mais à ce stade, arrêtez d'essayer de faire une timeline s'il n'y a pas assez de dates officiellement vérifiables dans chaque opus. À l'époque, c'était encore plus ou moins possible d'en faire une, donc pourquoi pas. Puis à part des fans hardcore, le reste a un peu lâché l'affaire avec les opus suivants, tellement la temporalité n'aura strictement plus aucun sens. Hey, divulgue pas la suite. Ce qu'on peut supposer, c'est que le monde réel se passe proche et dans le Fredbear's Family Diner,
et le reste des événements sont des cauchemars du gamin pleurnichard à l'hôpital. Les preuves que le gameplay se passe dans un cauchemar sont la poche médicale, des fleurs et pilules qui apparaissent durant la nuit, ainsi que l'apparence cauchemardesque des animatroniques. Dont celui de Fredbear avec une bouche dans le ventre. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Et là, vous vous dites, comment un gamin peut avoir survécu avec le crâne broyé et être juste dans le coma? Eh bien, je vous dirais... De toute façon, à partir de ce moment, Scott, il en avait plus rien à foutre de la cohérence. Tout était justifiable par... Ta gueule, c'est un rêve. Jusqu'au prochain Redcon. On arrête les théories? Tout est un rêve. D'ailleurs, à la fin du jeu, on voit une boîte avec des cadenas. On n'en saura peut-être jamais le contenu originel, mais actuellement, c'est une métaphore de la fin de la saga suivante. C'est ce qu'on aura de plus satisfaisant pour ce mystère, car c'est encore un truc créé par Scott pour générer des théories, et dont il doit pas avoir réfléchi lui-même au contenu à l'époque. Et là, vous pensez qu'il avait terminé avec la saga? Mais bien sûr que non! Il va la traire jusqu'à sa mort! Avec le plus de produits dérivés possible. Et l'un d'eux est le livre Silver Eyes, sorti le 17 décembre 2015. Avec ça, il introduit le principe de semi-canon. En gros, le livre raconte une histoire qui ne se passe pas dans l'univers des jeux, mais les éléments qui le composent peuvent en faire partie. Et là, accrochez-vous, nous entrons dans le multivers. De la licence FNAF. Mais d'abord, parlons des éléments découverts avec ce bouquin. Déjà, on a l'explication de pourquoi l'homme violet est en liberté. Pas de corps, donc pas de preuves. Jusque-là, c'est déjà une théorie qu'on pouvait supposer avec FNAF. Par contre, on nous révèle le nom de l'homme violet. Afton. Afton qui? À cette époque, on ne connaît que son nom de famille. Mais ce n'est pas la seule information intéressante, car on y découvre qu'il est le cofondateur de Fazbear Entertainment. Attends, il a essayé de péter sa propre entreprise? Et la purée, t'es pas prêt pour la suite, parce que c'est pas dans ce bouquin, mais Mike, le gardien de nuit de FNAF 1, bah c'est son fils. Hein? Eh ben va falloir vraiment t'accrocher pour ce qu'il suit. Mais d'abord, on va conclure avec ce que j'appellerais la saga des rêves avec FNAF World. Un jeu sorti le 21 janvier 2016, soit à peine plus d'un mois après FNAF 4. Et là, c'est un jeu complètement méta et délirant sur l'univers de FNAF. Et un tout nouveau gameplay. Sans déconner, ce truc est aussi lié à l'histoire des autres jeux que les Freddy in Space. C'est-à-dire pas du tout. Pour dire à quel point il pète le quatrième mur, on y affronte l'avatar de Scott Cawthon. Et je tiens à dire que jusqu'ici, j'ai donné une image très avide d'argent de Scott Cawthon. Mais en vérité, je pense personnellement que c'est juste quelqu'un qui a été dépassé par le succès de son œuvre et a voulu trop en profiter, au point de gâcher son univers en voulant l'enrichir trop rapidement, sans y réfléchir assez longtemps. Et pour moi, à partir de FNAF World, il commence à sombrer dans une forme de cynisme vis-à-vis des retours des fans. Sinon, à part ça, on nous introduit un nouveau perso très énigmatique. The Old Man Consequences. Le vieux bonhomme aux conséquences. Ouais, on va garder le nom en anglais. Et la boîte ouverte de FNAF 4. Juste pour fracasser le crâne de ceux qui font des théories. À ce stade, on pourrait croire que c'est juste du troll. Mais non! On parle de Scott! Un individu assoiffé de thunes! Et donc, il utilisera FNAF World pour annoncer la suite. Et attends, t'avais dit que FNAF 4 c'était le dernier? Donc c'est bon, tu as fini avec le lore de FNAF? Mais le prochain jeu ne s'appelle pas FNAF, mais se déroule dans son univers. Et là, crois-moi mon petit, on démarre la saga que j'appelle le Redcon Infini. Une succession d'œuvres tellement incohérentes que ça va être magistral à te raconter tellement c'est terriblement con. Ouais, bon, t'as compris l'idée. Un immense merci à Caillou le Barbare pour m'avoir aidé dans le tournage de cette vidéo, car clairement je possède pas le multiclonage, et sans lui beaucoup de sketchs j'aurais dû être retiré. Alors honnêtement, merci beaucoup. Je remercie aussi Tristan RC pour la relecture de mes scripts, vu que c'est lui qui est le plus gros expert du lore de FNAF, donc si vous voulez plus de détails, allez voir sa chaîne, car il parle aussi de beaucoup de lore de jeux vidéo. Tandis que moi, je vous dis à la prochaine. Bye!